Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée publique concernant le premier projet de règlement numéro 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence de certaines zones, d'ajuster les normes relatives aux garages souterrains, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels intégrés et afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles. Et je laisserai la parole à Mme Marie-Pierre Tremblay. Merci beaucoup, Mme Taillon. Donc, je vous remercie pour le mot d'introduction. Pour le reste de la présentation, on va vous présenter le projet de règlement, donc le contexte de la démarche, l'échéancier d'adoption, les objectifs et les contenus du projet de règlement, le processus référendaire, puis à la fin, il y aura une période de questions et un mot de clôture. Donc, les services de l'urbanisme et du développement durable reçoivent de plus en plus de demandes pour des projets de plus haute densité, pour de la requalification sur le territoire de McMasterville. Ça nous a amené à vouloir revoir les normes concernant l'entreposage des matières résiduelles, donc principalement les contenants pour les déchets, pour le recyclage et les matières organiques. Donc, on a élaboré un projet de règlement à ce sujet-là. Par la même occasion, on en a profité pour corriger certaines petites coquilles dans la réglementation et faire certains petits ajustements par rapport au garage souterrain et au projet intégré. Donc, au niveau de l'échéancier d'adoption, on a travaillé durant l'automne sur ce projet de règlement-là au niveau du service de l'urbanisme. On l'a présenté, le premier projet de règlement et l'adoption d'un avis de motion à la séance du 17 novembre. Ensuite, on a fait un avis public pour annoncer la séance de ce soir. Maintenant, les dates qui sont à l'écran actuellement sont des dates projetées, donc sont sujettes à changement. Mais on prévoit adopter le second projet de règlement le 11 décembre, si tout va bien. Ensuite, il y aurait le processus d'approbation référendaire qui tiendrait probablement en janvier 2026 pour viser une adoption du règlement le 19 janvier, puis une transmission à la MRC pour que ça aille au conseil de la MRC en février 2026. Par la suite, il y aurait une entrée en vigueur du projet de règlement. Donc, on en a le vif du sujet. Au niveau des objectifs des modifications, les articles 1 et 2 du projet de règlement visent les garages souterrains. Donc, actuellement, cet article-là faisait référence à l'article 5.12.6 qui avait été abrogé en 2019. Donc, on vient corriger cette situation-là, puis on vient référer au nouvel article 11.11.1 qui existe déjà dans le règlement. Donc, on vient référer au bon numéro d'article pour clarifier la réglementation. Par la même occasion, on fait un petit ajustement dans la formulation de l'article. Donc, on marque « les garages » au lieu de « le garage ». Et puis, on vient enlever la référence à un bâtiment résidentiel multifamilial pour viser tous les garages souterrains. Donc, il y en a récemment qui se sont faits pour des bâtiments mixtes, commerciaux, résidentiels. Il pourrait éventuellement y avoir des garages souterrains pour des futurs bâtiments commerciaux, on ne sait pas. Donc, on vient viser toutes les sortes de garages souterrains dans cet article-là. Ensuite, l'article 3 du projet de règlement vient abroger le 5e alinéa de l'article 5.46. Cet article-là, il mentionne que les projets résidentiels intégrés, les bâtiments qui en font partie, doivent partager des composantes architecturales. Un article comme ça, ça devrait plutôt se retrouver dans un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qu'on appelle communément PIA. Donc, on a déjà un règlement de PIA qui s'applique. On a déjà des normes par rapport à l'architecture des bâtiments dans ce règlement-là. Donc, on vient abroger cet article-là qui n'aurait pas dû se retrouver au zonage. Ensuite, l'article 4, on vient modifier les délais de réalisation pour les projets intégrés. On a un article, l'article 5.51 actuellement, qui prévoit que les délais pour réaliser les travaux d'un projet intégré sont ceux qui sont prévus au règlement sur les permis certificats. Et ça mentionne aussi que les travaux de paysagement doivent être réalisés immédiatement après chacune des phases. Donc, immédiatement, c'est très rapide. Donc, on va enlever cet élément-là de la réglementation.
Il y a plutôt 2 autres articles qui existent déjà dans la réglementation qui vont s'appliquer. Donc, on a déjà l'article 4.28 dans le règlement qui prévoit les délais pour la construction des bâtiments. Donc, c'est cet article-là qui va s'appliquer également pour les projets intégrés. Puis, on a l'article 4.58 qui mentionne que les espaces libres doivent être réalisés, doivent être paysagés. Dans les 6 mois qui suivent la fin des travaux de construction ou au plus tard le 31 août suivant si, pour des conditions climatiques, c'est impossible de le faire. Donc, pour un projet intégré, ce délai-là, il va être calculé en fonction du début de l'occupation de chaque phase. Donc, voilà, on abroge une partie du règlement pour qu'il y ait 2 autres articles qui existent déjà dans le règlement qui s'appliquent au projet intégré aussi. Ensuite, l'article 5 vise les dépôts pour ordures dans un projet résidentiel intégré. Donc, les projets intégrés, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est des projets qui contiennent plusieurs bâtiments sur un même terrain. Plusieurs bâtiments principaux. Donc, il y a des dispositions qui s'appliquent aux projets intégrés pour les conteneurs à ordures qui sont plutôt désuètes par rapport à ce qui se fait de nos jours. Donc, on vient enlever les dispositions qui s'appliquent spécifiquement aux projets intégrés, puis on va plutôt appliquer les nouvelles normes, dont je vais parler un petit peu plus tard, qui vont s'appliquer à tous les usages résidentiels. Donc, on va avoir des normes plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui par rapport à l'entreposage des matières résiduelles. Donc, tout ce que j'avais mentionné jusqu'à maintenant, ce n'étaient pas des dispositions qui étaient susceptibles d'approbation référendaire. Donc, les garages souterrains, donc tout ce que j'avais mentionné jusqu'à maintenant, ce n'était pas susceptible d'approbation référendaire. Dans le cas des dépôts pour ordures des projets intégrés, c'est une disposition qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, je vous ai mis une liste sur la présentation des zones qui sont concernées et des zones qui sont contiguës. Je vais venir plus tard dans la présentation expliquer comment ça fonctionne, l'approbation référendaire. Donc, pour être une personne intéressée, j'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que c'est, mais il faut habiter dans une de ces zones-là, dans les zones visées. Donc, je vais passer rapidement sur la liste des zones. Celle-ci va être disponible sur notre site Internet, donc ce sera très clair. Vous pourrez aussi consulter le plan pour voir si vous êtes dans une zone en particulier. Vous pouvez également communiquer avec le service de l'urbanisme. Ça va nous faire plaisir de vous informer, à savoir si vous êtes dans une zone visée, dans une zone contiguë, pour l'un ou l'autre des articles de la présentation de ce soir. On arrive à l'article 6 du projet de règlement. Cet article-là, il vise juste à corriger un défaut de numérotation. On a 2 articles 5.53.7. Donc, il y en a un qui va maintenant être numéroté 5.53.8 pour éviter des problèmes. Ensuite, l'article 7 du projet de règlement, c'est l'objectif principal de notre projet de règlement. C'est vraiment de revoir les normes par rapport à la gestion des matières résiduelles pour tous les usages sur le territoire. Ben, pas tous les usages, là, mais les usages résidentiels, commerciaux et publics institutionnels. Donc, actuellement, on avait 2 articles qui s'appliquaient à ce sujet-là. On avait quelques petites normes par rapport aux conteneurs, mais peu d'informations. Donc, on vient ajouter des normes plus précises. Donc, je vais en parler plus en détail. Donc, en résumé, les nouvelles normes vont viser les éléments suivants. Les conteneurs ou les contenants pour les ordures vont être situés en cour latérale, en cour arrière, dans un garage souterrain ou en cour avant, à certaines conditions pour les maisons en rangée. Ensuite, là, on est toujours dans les usages résidentiels. Tout nouvel immeuble ou projet intégré de 6 logements ou plus va devoir obligatoirement utiliser des conteneurs semi-enfouis ou hors sol. Les normes que je cite actuellement vont être pour les nouveaux bâtiments qui vont se construire, donc ceux qui existent déjà puis qui fonctionnent actuellement autrement vont pouvoir continuer de fonctionner de cette manière-là tant qu'ils ne veulent pas faire de changement. Au niveau de l'entreposage, bon, ensuite, la suite des normes. Il va y avoir des distances minimales à respecter pour les conteneurs enfouis ou hors sol. Donc, pour les résidus ultimes, donc les déchets,
ça devrait être à au moins 1 mètre de limite de terrain. Les matières recyclables aussi 1 mètre. Les résidus organiques, 2 mètres. Les conteneurs vont devoir être situés à au moins 1 mètre d'un bâtiment principal, au moins 1 mètre d'un bâtiment accessoire. Puis, dans le cas d'un conteneur semi-enfoui, au moins 1 mètre d'une servitude d'infrastructure publique enfouie. Donc, un réseau d'égouts qui passerait sur un terrain privé, par exemple. Les hauteurs maximales qui sont prévues au règlement pour un conteneur semi-enfoui, c'est 1,5 m. Pour un conteneur hors sol, 2 m. L'enclos autour d'un conteneur hors sol, ça devra être maximum 2,5 m. Puis l'enclos autour des bacs roulants, maximum 2 m de hauteur. Les matériaux qui vont être autorisés pour les enclos, c'est les mêmes matériaux que le bâtiment principal, le bois traité ou la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle avec des lattes et fixée à des poteaux. L'enclos va devoir être muni d'une porte, muni d'un dispositif pour la maintenir en position fermée. L'enclos ne sera pas obligatoire pour les conteneurs semi-enfouis, ni pour les bacs roulants des habitations de 1 à 3 logements. Un conteneur semi-enfoui, par contre, va devoir être revêtu d'un revêtement de finition. Le nombre de bacs roulants, quant à lui, va être régi par la réglementation régionale de la MRC, le nombre maximum. Les normes par rapport à l'entreposage des matières résiduelles au niveau résidentiel sont aussi des normes qui sont soumises à l'approbation référendaire. Les zones visées ne sont pas les mêmes que pour l'article que j'ai mentionné précédemment. Encore une fois, sur notre site Internet, on va avoir toute l'information pour que vous puissiez vérifier si vous êtes dans une zone visée ou dans une zone contiguë. Donc, il y en a plusieurs. Maintenant, on arrive à l'article 8 du projet de règlement, qui est au sujet de l'application des marges pour les usages commerciaux. Donc, on a actuellement un article qui fait une référence à 2 autres articles dans le règlement de zonage sur les éléments qui sont autorisés dans les cours avant, cours latéral et cours arrière. Cette référence-là n'est pas nécessaire, elle alourdit le texte inutilement. Il y a aussi un très court article qui donne une toute petite norme au sujet des conteneurs commerciaux. C'est tout ce qui s'applique en ce moment dans la réglementation. Donc, c'est très, très restreint. Donc, on vient abroger cette section-là, cette sous-section, cette section de la réglementation. Donc, elle ne s'appliquera plus. Les articles 4.18 à 4.22 auxquels on faisait référence vont continuer de s'appliquer comme ça s'appliquait déjà avant. Puis, on va venir introduire une nouvelle section qui va contenir des normes plus détaillées par rapport à l'entreposage des matières résiduelles pour les usages commerciaux. Donc, cet article-là aussi est susceptible d'approbation référendaire. Encore une fois, on a des zones concernées et des zones contiguës qui seront disponibles sur Internet. Donc, on en arrive à l'article 9 du projet de règlement. Qui vient détailler les nouvelles normes qui vont s'appliquer pour l'entreposage des matières résiduelles pour les usages commerciaux. C'est à noter qu'il y a une petite coquille qui s'est glissée dans le premier projet de règlement. C'était indiqué sous section 10 par erreur. Ça va être corrigé au second projet de règlement. On va indiquer sous section 6 qui aurait dû apparaître dès le départ. Mais ça ne change pas les normes qui vont être indiquées dans le projet. Donc, en résumé, les nouvelles normes qui vont s'appliquer pour l'entreposage des matières résiduelles, les contenants, les conteneurs pour les usages commerciaux, indiquent que tout immeuble va devoir prévoir un espace suffisant réservé à l'entreposage des contenants ou des conteneurs. Les contenants devront être localisés en cour latérale, en cour arrière ou à l'intérieur d'un bâtiment. Au niveau des distances à respecter, ça devra être situé à au moins 1 mètre de limite de terrain pour les déchets, au moins 1 mètre de limite de terrain pour le recyclage, 2 mètres de limite de terrain pour les résidus organiques, 1 mètre d'un bâtiment principal, 1 mètre d'une construction accessoire et 1 mètre d'une servitude d'infrastructure d'un service public. Dans le cas d'un conteneur semi-enfoui, ça va être calculé à la limite du conteneur, cette distance-là. Dans le cas d'un conteneur hors sol, ça pourrait être calculé à l'enclos qui va devoir encercler le conteneur.
Bon, normalement, le conteneur va être un petit peu plus loin puisqu'il va avoir l'enclos qui va être à cette distance, à la distance qui est indiquée à l'écran. Au niveau des hauteurs maximales qui sont indiquées dans le règlement, pour un conteneur semi-enfoui, ce sera de 1,5 m. Pour un conteneur hors sol, 3 mètres maximum de hauteur. Pour un enclos d'un conteneur hors sol, maximum 3 mètres. Pour un enclos de bac roulant, maximum 2 mètres. Les matériaux qui vont être autorisés pour constituer un enclos seront les mêmes que ceux du bâtiment principal ou du bois traité ou de la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle avec des lattes et fixée à des poteaux. Les enclos vont devoir être munis d'une porte avec un dispositif pour la maintenir en position fermée. L'enclos, encore une fois, ne sera pas obligatoire pour un conteneur semi-enfoui. Celui-ci devra toutefois être muni d'un revêtement de finition. Le nombre maximal de bacs roulants, encore une fois, va être établi en fonction de la réglementation de la MRC. Les locaux intérieurs pour l'entreposage des matières résiduelles vont devoir avoir une surface lisse, non poreuse et lavable, vont devoir avoir un avaloir de sol et devront être réfrigérés dans le cas d'un local qui dessert un restaurant s'il y a des matières putrescibles qui y sont entreposées. Les contenants de récupération d'huile usée, eux, devront respecter les mêmes dispositions que les conteneurs hors sol. Les zones visées et les zones contiguës, dans ce cas-ci, c'est des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, sur les mêmes que celles qui ont été mentionnées pour l'article 8 précédemment. On arrive à l'article 10 du projet de règlement qui vise les contenants pour les matières résiduelles des usages publics et institutionnels. Actuellement, dans la réglementation, aucune règle pour les usages publics et institutionnels pour leurs conteneurs. Donc, le projet de règlement vient mentionner que tout immeuble public ou institutionnel va devoir prévoir un endroit requis pour l'entreposage des matières résiduelles. Et l'article va faire référence aux normes pour les usages commerciaux. Donc, ce qui va s'appliquer pour une école, par exemple, ce sera la même chose que pour un usage commercial. Dans le second projet de règlement, on va toutefois introduire une précision comme quoi les règles par rapport à la localisation des poubelles, entre autres, ne s'appliquent pas pour les poubelles dans les espaces publics. Donc, les poubelles de parc, les poubelles d'un abribus, les poubelles le long d'une piste cyclable ne seront pas régies avec les distances de limites de terrain respectées et tout ça. Donc, ils pourront être installés aux endroits appropriés à ce sujet-là. Encore une fois, c'est des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Les zones sont différentes que pour les articles mentionnés précédemment. Donc, tout sera sur Internet au sujet des zones visées, des zones contiguës. Vous pourrez consulter le tout et consulter le plan d'urbanisme pour voir si vous êtes dans les secteurs visés. Maintenant, l'article 11 vient préciser un élément au sujet de la zone P8. Donc, cette zone-là, on y permet les projets résidentiels intégrés. Il y a l'article 11.3 du règlement du zonage qui fait une référence à certaines normes particulières pour les projets intégrés au niveau du stationnement. Donc, dans cet article-là, il y a une liste de zones qui est fournie pour lesquelles il y a des normes particulières qui s'appliquent. La zone P8 a été oubliée, donc on vient l'ajouter pour clarifier la situation. Donc, les normes se seraient appliquées quand même. C'est juste qu'avec avec cette indication-là, c'est plus clair lors de l'application de la réglementation. Donc, au second projet, par contre, on va ajouter une autre précision dans cet article-là. C'est que les normes par rapport au projet intégré, les normes de stationnement par rapport au projet intégré s'appliquent seulement pour les usages résidentiels dans ce cas-là. Parce que la zone P8 permet d'autres types d'usages. Donc, pour ces autres types d'usages-là, les normes actuelles vont continuer de s'appliquer. Ça, ce n'est pas des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. On arrive à l'article 12 qui vient simplement corriger un numéro de zone. Donc, on avait un article dans le règlement de zonage qui référait à la zone C8. La zone C8 a changé de numérotation il y a quelques années. Elle s'appelle maintenant la zone MXT8. Donc, on vient corriger le numéro de la zone pour clarifier la situation. Ça fait le tour du projet de règlement. Donc, on en arrive à l'explication au sujet du processus d'approbation référendaire.
Le processus d'approbation référendaire, c'est des procédures qui se déroulent en 3 étapes. Dans un premier temps, il va y avoir une période pour déposer une demande d'approbation référendaire. À ce sujet-là, on va publier un avis public qui sera sur notre site Internet, qui sera également affiché à l'Hôtel de Ville, pour informer les gens des secteurs concernés qu'ils peuvent déposer une demande d'approbation référendaire s'ils le souhaitent. Si on reçoit suffisamment de signatures lors de la période pour déposer une demande d'approbation référendaire, alors il y aura une période d'enregistrement. Ça, ce sera une autre étape qui va se dérouler où est-ce que les gens pourront, encore une fois, venir signifier leur intérêt à avoir un référendum. Encore une fois, s'il y a suffisamment de signatures à cette étape-là, le conseil aura 2 choix, soit d'avoir donné certains éléments du règlement qui font l'objet de demande d'approbation référendaire ou d'organiser un référendum pour poursuivre. Donc, une demande d'approbation référendaire, pour être valide, elle doit indiquer clairement la zone concernée et la disposition qui est concernée. Donc, la personne doit mentionner clairement quelle disposition elle souhaite amener à un référendum. Et elle doit mentionner la zone d'où elle provient, donc la zone où habite la personne qui dépose la demande. Une demande valide doit être signée dans le cas où il y a plus que 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient, par au moins 12 d'entre elles, ou dans le cas contraire, par la majorité des personnes. Et la demande doit aussi être reçue par la Ville au plus tard 8 jours après la publication de l'avis public qui annonce la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. Une personne intéressée, grosso modo, c'est une personne qui aurait le droit de voter à une élection municipale. Donc, ça peut donner une idée, là. Donc, le jour de l'adoption du second projet de règlement, c'est une personne qui doit être domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande d'approbation référendaire depuis au moins 6 mois ou être depuis au moins 12 mois le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité municipale et situé dans une zone d'où peut provenir une demande. Il y a des conditions supplémentaires qui s'appliquent pour les propriétaires uniques d'un immeuble ou d'un établissement d'entreprise. Donc, tout ça, ce sera disponible sur Internet si c'est un cas qui vous concerne particulièrement. Vous pourrez aller consulter le tout. Donc, on en arrive à une période de questions et de commentaires. Madame Taillon va venir me rejoindre. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires suite à la présentation de Mme Tremblay? Il semble que non. Donc, ça mettrait fin à l'Assemblée publique en ce moment. Donc, on vous remercie de votre attention. Merci, Mme Tremblay, pour le travail. Au plaisir. Bonne soirée.